Écoutez une histoire complète tirée du livre 12, Histoire à frémir debout. 7 millions de suspects. Assassinat, quel mot prestigieux. Seule une élite est en mesure d'en apprécier toute la signification. Les autres, en grande majorité, doivent se contenter d'être de simples meurtriers ou de banales victimes anonymes. Là-haut, dans leur chambre d'hôtel où le vacarme de l'avenue se réduisait à un vague murmure, les deux hommes étaient assis face à face, genoux contre genoux, sur des lits miteux. Vêtus de costumes sombres mal ajustés, ils étaient si maigres qu'ils marquaient à peine le misérable couvre-pied de coton. L'un d'eux versa vivement de l'eau-de-vie de prune dans des verres à eau. Les yeux brillants, il proposa un toast, de son parler natal, rude et mal articulé. À ta santé, Miljo. Tu vas devenir un héros. Deux taches de couleur s'allumèrent sur les hautes pommettes de Miljo qui saisit son compagnon par le poignet. Les dents serrées, il siffla. Non, Stéphane. Pas un héros, c'est compris. Je ne suis qu'un instrument, tu entends. Un instrument. Il secoua rudement Stéphane par le bras, puis leva la main, les traits tirés par l'émotion, les yeux mi-clos. Je le jure, par la couronne et la main et aussi, oui, au nom de Porgoff et de Corot, je jure de ne pas échouer. Puis il leva son verre. Je n'échouerai pas. Buvons au succès. Astérisque, astérisque, astérisque. L'air revêché, McCurdy observait l'agent spécial, encore l'un de ses membres de l'Ivy League 3, pensait-il. Que se passe-t-il? Ils n'en font donc plus des durs à cuire, là-bas. Regardez-le, assis à ma place, on dirait une sainte nitouche, ah. En examinant les hommes de McCurdy qui entraient dans l'étroite salle de réunion, l'agent spécial se détendit sensiblement et arrêta de tripoter ses lunettes. On aurait dit un cours à l'école de police, et pas du tout un événement spécial. Pour dissimuler sa contrariété, McCurdy vérifia le matériel disposé sur l'estrade. Il savait que tout y serait, un agrandissement du plan de la ville, le diagramme sur une feuille superposée, un marqueur pour les modifications, des craies, une baguette. Tout l'équipement d'une salle de classe, ainsi que l'exposé, s'y trouvait bien. Comme il se sentait mal à l'aise en présence de cet élégant jeune homme, McCurdy tira brutalement sur sa montre, coincée par un léger embonpoint, et, pour la sortir de sa poche, donna une bonne secousse à la mince chaîne qui la retenait. La montre se libéra d'un seul coup et faillit frapper le tableau. Attention à ton oignon, Mac. Il y a 30 jours d'attente, pour en avoir un autre. Cette plaisanterie venait de Scanlon, au premier rang. McCurdy se retourna pour écraser de tout son mépris le jeune et ardent Scanlon, tout fier de ses nouveaux galons. Astérisque, astérisque, astérisque. Je parie que tu comptes les jours, répliqua Théil, cinglant. Dans 30 jours, je serai à la retraite. Aujourd'hui, je n'y suis pas encore. Alors ferme-la et fais attention. Nous avons déjà 3 minutes de retard. Sous son regard perçant surmonté d'épais sourcils, un silence de mort remplaça bruits et murmures. Après avoir fait rapidement l'appel, il se tourna vers l'agent spécial. Nous sommes à vous, monsieur Kennicut, nous sommes à vous. Lorsque l'agent se dirigea vers le tableau, McCurdy récupéra sa chaise, y installa confortablement sa masse, croisa sur son ventre ses mains aux articulations carrées et pencha la tête pour observer et écouter l'Ivy League. Ce dernier avait un ton alerte, agréable, et une bonne élocution. Il avait dû suivre des cours de diction. McCurdy eut un reniflement de mépris, mais resta attentif. Merci, lieutenant McCurdy. L'agent s'efforça de sourire et se tourna vers la trentaine d'hommes assemblés dans la salle de réunion. Vous connaissez la raison de ma présence, assurez la coordination. Mais, avant de commencer, laissez-moi vous poser une question, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui, pour des raisons personnelles, croyances politiques ou autres, pense ne pas pouvoir accorder pleine et entière attention de son esprit, de son corps et de son âme à cette mission vitale consistant à assurer la sécurité de notre distingué visiteur? Dans l'attente d'une réponse, Kennicut fit des yeux le tour de la salle, imité en cela par McCurdy. Si on laissait parler, ne serait-ce qu'un peu, l'un de ces types. Cette Ivy League croyait il travaillait avec des recrues. McCurdy fronça les sourcils en regardant Kennicut qui poursuivait aimablement. Je ne fais pas de mélodrame. Vous connaissez tout le sérieux de cette affaire. Imaginez notre position si quelqu'un, un obsédé, un cinglé, n'importe qui, trompait notre surveillance et que notre visiteur soit blessé. Rien qu'une tentative ratée causerait à notre pays un tort considérable. Considérable.
Il s'interrompit pour bien laisser pénétrer ses mots, puis désigna du doigt le plan de la ville sur le tableau. Regardez la superficie de cette ville. Regardez les divers chemins que suit l'itinéraire. De nouveau il se tourna vers la salle. Vous avez déjà rencontré ce genre de situation. Il leur fait tout de même un peu confiance, pensa McCurdy. Mais les paroles qui suivirent corrigèrent les premières. Néanmoins, on n'a jamais vu personne de cette importance, être en but à une telle malveillance universelle. Cela multiplie donc le problème, voyez-vous, et le rend plus difficile. McCurdy ne voyait pas. Ce type avait droit au déploiement maximal de sécurité, exactement comme pour le président. Alors, où était la multiplication? Kennicut développa son argument. Vous aurez du mal à imaginer la tension que va provoquer cette visite dans certains quartiers. Je vous le dis, pour que vous ne vous berciez pas d'illusions, les mesures et dispositions prises dans le passé ne suffiront pas. Il faut considérer cette visite comme un problème nouveau et spécial. C'est ainsi que nous l'envisageons, c'est ainsi que tous les autres bureaux gouvernementaux concernés par le côté sécurité personnelle l'envisagent. Suis-je bien clair là-dessus? Comme une cloche. Comme le tintement d'une cloche. Allez, termine, Ivy League. Kennicut avait dû deviner les pensées de McCurdy, car il demanda. Lieutenant, voulez-vous passer la situation en revue? Jusqu'au point de coordination du tracé de l'itinéraire, c'est-à-dire jusqu'à l'heure A. L'heure d'arrivée, précisa T-il avec un sourire. Les yeux mi-clos, McCurdy vit défiler un flot de souvenirs. 30 ans de carrière moins un mois. 2 jours après le départ de Nibs, il serait un homme fini, terminé, à la retraite. Cette opération serait donc parfaitement exécutée. Depuis des semaines, il l'avait préparée, exactement, depuis qu'on savait que le parcours de Nibs passerait par là. Rigoureusement, il avait combiné et arrêté des plans. Maintenant, il allait débiter son laïus. Notre plan se présente en 4 parties, grommela T-il. Sa voix résonnait durement à ses oreilles, il n'avait jamais suivi de cours de diction comme l'Ivy League, mais avait passé beaucoup de temps à hurler. Oui, beaucoup de temps. Ce que nous avons à faire pour l'instant, c'est un travail préliminaire. C'est-à-dire mettre à l'ombre tous les voyous que l'on connaît, s'assurer de tous ceux qui ont le cerveau fêlé, examiner le parcours initial, alerter les services spécialisés en explosifs, nous examinons tous les lieux sous cet angle. Il faut contrôler les endroits où un type peut se cacher, disons avec un gros calibre. En même temps, nous allons faire venir les hommes des réserves spéciales et les entraîner. McCurdy débitait cela d'un ton monotone. Comme tous ici, il savait qu'il s'agissait de points de détail, mais, quand on est chargé de la sécurité personnelle de l'homme le plus craint et probablement le plus haï du monde, il faut en passer par là. C'était en grande partie un simple travail de routine. Et après avoir discuté et rediscuté de l'action préliminaire, de l'heure à moins 3 semaines, de l'heure à moins 2 semaines, du jour à lui-même, et aussi de la canalisation des foules. Les 2 hommes restèrent seuls debout près du tableau, la fumée des cigares s'attardait en volute, les chaises étaient en désordre dans la pièce, le quartier général résonnait encore du vacarme occasionné par les grosses chaussures des policiers dans l'escalier. Ce qui me tracasse, c'est l'imagination, dit Kennicut en caressant son menton juvénile, avec un coup d'œil perçant vers McCurdy, nous devons faire fonctionner notre imagination. Avec un grognement, McCurdy fourra ses gros poings dans les larges poches de sa veste. Ce n'est pas l'imagination qui est rentable, mais le bon et solide travail de la police. Nous avons déjà fait tout cela, vous savez. Tout en se tripotant la mâchoire, le jeune homme regarda fixement la belle lithographie du plan de la ville. Jamais pour cet homme-là. Jamais pour quelqu'un comme lui. McCurdy ne chercha pas à dissimuler son irritation. Je vais vous dire quelque chose, mon vieux. Voilà bientôt 30 ans que je suis flic, et j'en ai vécu de sévères. Je sais que cette opération est très importante, et ce sera ma dernière. Je veux partir la tête haute, j'y mets un point d'honneur, vous savez. J'éprouve donc le même intérêt que vous. Peut-être même plus, parce que c'est ma dernière opération. Un homme souhaite finir tout en haut de l'échelle, comprenez-vous. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous aurez beau imaginer tout ce que vous voudrez, ce sera l'organisation de la police et sa vigilance qui l'amèneront à bonne fin. La protection, c'est notre affaire. Aussi préparons-nous des plans solides, que nous mettons à exécution. Et nous faisons aussi une petite prière, ajouta T-il en lui-même.
Kennicut donna un léger coup sur la carte. Je ne m'inquiète pas pour la réception elle-même, ni pour les déjeuners, les dîners, les visites d'usine, les discours et le reste. Pas vraiment, parce que, à chaque endroit, nous pouvons placer 2 hommes par visiteur et par invité. Ce qui m'inquiète, c'est le trajet à découvert. Combien d'habitants y a-t-il? 6 millions environ. McCurdy renifla. Plus de 7 millions. Mais ils ne seront pas tous dans la rue en même temps, et ils ne viendront certainement pas tous dans mon secteur. Votre imagination vous emporte, cher ami. Avec un froncement de sourcils, Kennicut se frotta à nouveau le menton. Bien sûr, je sais que tous ces gens ne concernent pas effectivement notre secteur. Cependant, je pense que cet homme va attirer une foule record, partout où il ira. Et nous ne pouvons pas couvrir ces masses à 100%. Quelle que soit la façon dont nous nous y prenions. C'est là notre faiblesse, voyez-vous, lieutenant. Si quelqu'un a projeté de l'assassiner, cela se passera sur le trajet. Parce que ce sera là le plus facile. Par esprit de contradiction, McCurdy prit le contre-pied. Je ne sais pas. Nous aurons nos hommes dans les rues, et vous aussi. Ils ne vont pas rester là, le chapeau sur les yeux. Kennicut secoua la tête. Je sais. Mais tous les immeubles donnent sur la rue, par exemple. Celui qui veut lâcher une bombe peut le faire, il se moque des spectateurs innocents. Surtout avec une telle cible. Vous oubliez les hélicoptères. Le ministère n'en manque pas. Les assassins non plus, je parie. Sans répondre, l'agent spécial lança à McCurdy un regard pénétrant. Mais oui, je te fais marcher mon garçon, pensa ce dernier, et tout haut, il reprit. Regardez, l'un de mes fils est bombardier, à la base aéronautique d'Ofut. Avez-vous une idée de la difficulté à toucher une cible mouvante, avec une bombe jetée d'une fenêtre? Kennicut haussa les épaules. Je me soucie de ce qui est possible. Je pense. Avez-vous vraiment réfléchi au genre de surveillance qui sera exercée sur le trajet de Nibs? L'avez-vous vraiment imaginé? McCurdy se mit à rire. Écoutez, Kennicut, personne ne pourra faire un faux mouvement sans qu'un policier, en uniforme ou en civil, le voie. Peu importe quoi. Il a aussi des gens, le Hawkman, ou je ne sais quoi. Non, vous pouvez parier. D'accord. Je sais, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Cela vous fera mourir avant l'heure. Puis, vertueusement, McCurdy ajouta. Je ne m'en fais pas pour ce secteur. Mais je ne peux rien dire pour tous les autres. Moi non plus, lieutenant. Toutefois, j'aimerais avoir le sentiment que rien, absolument rien, n'a été négligé. Depuis le fou qui veut se sacrifier avec d'innombrables spectateurs pour accomplir sa sale besogne, jusqu'au brillant comploteur qui veut agir inaperçu. Après un instant de silence, il reprit doucement. L'idée vous est-elle venue que certaines personnes, de son propre régime, trouveraient un avantage à le supprimer lors de son séjour ici? Frappé par cette perspective, McCurdy cligna des paupières. Mais il répliqua vigoureusement. Je ne vois pas l'intérêt d'essayer d'inventer la stratégie qu'on utilisera contre Nibs. Nous devons nous occuper des possibilités. Et de ce que mon fils appelle les occasions d'agir. Nous couvrons tout. Ce qu'ils sont en mesure de faire. Il n'était pas certain que ce fût clair pour Kennicut, mais il ne pouvait faire mieux. Or Kennicut se montra ravi. Les occasions d'agir, dit-il. Oui, exactement. De ses doigts minces, il tapota la carte. Maintenant, suivons le trajet. Quels endroits considérez-vous comme critiques, à cet égard? Je vous les montre. Déjà, cette intersection. Pourquoi? Parce que ce triangle va être surpeuplé? On n'y peut rien. Le public a le droit de voir Nibs. C'est comme cet hôtel. Vous voyez cette façade? Pensez aux fenêtres. Astérisque. Penché à la fenêtre, Miljo fit place à Stéphane. Pendant un moment, il emplit ses poumons de l'air frais de la nuit puis remarqua tranquillement. Regarde en bas, mon ami, regarde bien. Alors, as-tu des doutes? Il cracha doucement dans la rue et baissa la tête pour suivre la descente du crachat. À côté de lui, Stéphane parlait d'une manière pressante, tandis que Miljo secouait la tête négativement. Astérisque.
Après son entretien avec Kennicut, McCurdy descendit lourdement l'escalier du quartier général. Ça ne rime à rien de rester fâché après lui, pensait-il. Autant l'inviter à prendre du repos avec moi. Nous allons nous voir assez souvent, avant que Nibs n'ait secoué de ses semelles la poussière de cette ville. Je me demande s'il joue à la belote. À moins que ce ne soit pas un passe-temps digne de l'Ivy League. Imagination. Mon œil. En bas, il fit signe à une voiture de la brigade. Salut, Ryan, dit-il à la recrue qui servait de chauffeur. Tu veux bien m'emmener ? À l'hôtel Bon Marché où McCurdy avait coutume de descendre, maintenant que le peu de famille qui lui restait était dispersé aux quatre vents, il entama sa joute verbale quotidienne avec le réceptionniste. J'ai du courrier. L'employé fit semblant de contrôler, mais répondit avant d'avoir tourné la tête. Désolé, lieutenant, rien du tout. Il y a 3 distributions par jour, ici. Rien à aucune d'elles. Ce n'était pas que les enfants McCurdy n'écrivaient pas à leur vieux père, cela venait de la poste américaine. Elle augmentait les tarifs et ralentissait le courrier. Ça marchait à tous les coups. Les 3 distributions ont été faites, annonça joyeusement l'employé. À 10h, 14h et 16h. Il eut un petit sourire. Rien pour vous. McCurdy se dirigea vers l'ascenseur. Il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour comprendre ce qui arrivait réellement à son courrier. Pourquoi ne timbrait-il pas au tarif rapide, pour aider un peu cette poste en difficulté ? Là-haut, dans le confort strict de son étroite chambre, il ôta sa veste et ses chaussures, déposa son artillerie avec l'étui en cuir dans le tiroir de la table de nuit, retira sa cravate et s'étendit sur le lit. Pendant un moment, il songea à ses enfants. Peut-être prendrait-il le grand tournant, après sa retraite, il irait voir ses petits-enfants. Bon sang, ce serait dur de décrocher. Nibs, lui, était grand-père, il l'avait lu quelque part. Et il avait dépassé l'âge de la retraite, selon la réglementation en vigueur dans la police, en tout cas. Ah, c'était peut-être cela, la réponse. Tous les vieux types retraités, ceux qui l'étaient officiellement et ceux qui étaient en âge de l'être, devraient se réunir pour échanger des histoires au sujet de leurs petits-enfants et décider en même temps de la marche du monde. Qu'avait-il dit à Kennicut ? Le travail assidu de la police, voilà la réponse. C'était la réponse à beaucoup de choses, le travail assidu. Il tira sur la chaîne de sa montre pour regarder l'heure. Ce sacré Scanlon. Le ministère ne lui offrirait peut-être même pas une montre. Il serait temps de s'en inquiéter, le moment venu. Ah, c'est le temps qui avait raison. Le temps de toucher au but. Rapidement, McCurdy fit ses préparatifs pour la nuit, puis, dans sa chemise de nuit qui lui arrivait aux chevilles, il se mit au lit. Avant d'éteindre, comme il en avait l'habitude, il prit la Bible sur la table de nuit, pour en lire quelques lignes. Astérisque astérisque astérisque. De nouveau, Miljo cracha dans la rue. Maintenant, il était d'accord avec Stéphane. Tu es ingénieux, Stéphane. Très ingénieux. Mais peux-tu te procurer de telles choses ? Stéphane hocha rapidement la tête. Bien sûr, Miljo. Ici, avec de l'argent, tu peux acheter n'importe quoi. En riant, Miljo regarda la rue. Tu sais, Stéphane, quand je pense à ce qui va se passer, j'ai envie de rire et je me sens heureux. Je ne me soucie absolument pas de ce qui m'arrivera après. Astérisque astérisque astérisque. Malgré la répétition sans faute, Kennicut n'était pas content. Que se passe-t-il ? Demanda sèchement McCurdy. Tout s'est parfaitement déroulé et maintenant, vous renaudez. Tout a bien fonctionné, comme on s'y attendait. Alors, que voulez-vous de plus ? Qu'on vous l'enveloppe dans un papier cadeau ? Non, lieutenant, rien d'aussi simple. C'est juste une impression que j'ai. Je l'ai déjà eue auparavant, d'ailleurs. Vous voulez savoir quand ? L'air solennel, derrière ses lunettes, Kennicut le regardait. Pouvez-vous deviner ? McCurdy cligna des paupières. Il n'était pas homme à tourner en ridicule les prémonitions des autres. Mais que voulait-il, après tout ? La répétition avait été parfaite, les voitures qui formaient la fausse délégation, les véhicules d'escorte et le reste avaient fait le parcours selon l'horaire prévu. La circulation, les barrières sur les trottoirs, la surveillance, les communications radio, les hélicoptères, l'inspection des toits et des fenêtres, tout le monde avait bien joué son rôle. Je donne ma langue au chat. Quand ?
À Sir Mec. Quand ils ont essayé de descendre Roosevelt. J'y étais. Vous y étiez, fit McCurdy incrédule. Il y a de cela, voyons, au moins 25 ou 26 ans. Vous n'étiez qu'un gosse. C'est vrai, mais je ne l'ai jamais oublié. C'est vraiment ce qui m'a poussé à faire ce métier. Il jeta un coup d'œil à son interlocuteur. Mon père m'y avait emmené, et je lui ai dit que j'avais le sentiment bizarre qu'il allait se passer quelque chose. J'éprouve la même sensation en ce moment. L'ébauche d'un sourire le fit paraître encore plus gamin que jamais. C'est stupide, hein? Je le sais. Comme vous dites, c'est sur le travail assidu de la police qu'il faut compter. Oui, acquis ça vivement McCurdy. Il comprenait la vocation de cet homme, c'était une chose à admirer et envier. À respecter aussi. C'est pourquoi il fallait l'épauler. Oui, répéta T-il avec plus de cœur. Le travail consciencieux de la police y parviendra. Vous voulez vous occuper du compte-rendu, pour les chefs de service, où je le fais. Peut-être Kennicut n'était-il pas plus chaleureux qu'avant, mais on aurait pu le croire, vu sa réponse. Allez-y, lieutenant. Je viendrai juste à la fin. C'est l'affaire de la police. McCurdy commença par avertir le groupe. N'allez pas croire que la foule d'aujourd'hui était comparable à celle que vous aurez pour Nibs. Aujourd'hui, c'était ordinaire, il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait, et il s'en moquait. Mais ce sera différent, la prochaine fois, avec Nibs. D'un œil menaçant, il fit le tour de la salle. D'après les expressions sérieuses et pensives des visages, il démarrait bien. Astérisque astérisque astérisque. Dans leur chambre d'hôtel, Miljo regardait Stéphane déballer les paquets. J'ai acheté chaque chose dans un endroit différent de la ville, Miljo. Vois. Devant les divers articles que Stéphane disposait sur le lit, Miljo eut un petit rire. Une véritable couverture pour se rendre invisible, Stéphane. Je suis fier de toi. Astérisque astérisque astérisque. McCurdy avait bien du mal à dissimuler sa tension. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Mais un lieutenant ne pouvait pas le montrer, pas trop en tout cas. À mesure que le jour de Nibs, comme il disait maintenant, se rapprochait, les nerfs de la police tremblaient et vibraient, de façon individuelle tout autant que collective. Cela venait en partie de Kennicut. Il faisait trop le malin, il pensait à toutes sortes de choses inquiétantes, et se tracassait tout haut. Rien? Demanda-il. Pas de tuyau? Pas un foutu mot à propos de quoi que ce soit. Le « foutu » attestait son irritation, tout comme les poches sous les yeux, derrière ses lunettes. Rien. Il haussait la voix. Je ne peux pas le croire. Écoutez, dit McCurdy d'un ton las, je ne peux pas parler pour toute la ville. Bien sûr, je sais qu'un cinglé quelconque d'un autre secteur pourrait venir par ici et faire du dégât. Et ce n'est pas à moi de vérifier les lettres des détraqués. C'est l'affaire de ce stupide service des postes, se renfrogna-t-il. Vos copains du gouvernement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons vérifié les ventes d'armes, d'objets dangereux, et même, je jure que c'est vrai, celles d'insecticides et de morts aux rats, et nous avons pompé tous les index de notre connaissance. Et il n'y a rien. Se frappant la paume de son poing, il s'interrompit. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui vous rend si sûr d'un pépin? Vous faites comme si quelque chose s'était déjà passé et que nous n'en trouvions pas l'auteur. Passant la main dans ses cheveux courts, Kennicut émit un rire lugubre. Je sais, je suis inquiet de nature. Je suis né comme ça. Alors, cessez de vous tracasser. Vous allez attraper des ulcères et vous êtes trop jeune pour cela. Laissez cela à de vieux bonshommes comme nous. Astérisque astérisque astérisque. Larmes, Stéphane. Larmes. Les yeux de Miljo étincelaient. Il faut que je l'essaie. Rapidement, Stéphane sortit le pistolet luisant de sa cachette, dans le cabinet de toilette. Regarde, Miljo, s'exclama-t-il fièrement, c'est de leur fabrication. Ce n'est que justice, n'est-ce pas? Sans un mot, Miljo caressa le pistolet et le posa dans le creux de sa main. Puis il se mit à rire, silencieusement, sans un bruit, jusqu'à ce que des larmes roulent sur ses joues. Astérisque astérisque astérisque. Enfin, le jour de Nibs arriva. Même McCurdy, avec sa longue expérience, fut étonné de la force et de l'ampleur de l'esprit de vacances qui avait envahi la ville.
Ce n'est pas normal, vous savez, grommela-t-il à intention de Kennicut, alors qu'il descendait, dans une voiture de service, l'avenue dégagée, la foule formait autour d'eux une masse bruyante et houleuse. Ces gens ne devraient pas tant s'intéresser à Nibs. C'est presque morbide. Et vous savez quoi? Je crois bien que c'est la foule la plus dense que j'ai jamais vue mince, alors, je parie qu'elle dépasse celle du jour de la victoire en Europe. La voix de Kennicut manquait quelque peu de son assurance habituelle. Oui, c'est presque obscène. Réserver un accueil courtois est une chose, mais là. Il eut un geste muet vers les trottoirs bondés, vers les policiers, le long des barrières, les fenêtres embouteillées, les banderoles, les affiches, toute la panoplie des jours de fête. On a l'impression que personne ne se rend compte du côté double face de Nibs. C'est positivement effrayant. Lorsque la voiture de brigade fut garée à l'endroit spécialement réservé près de l'intersection clé, Kennicut demanda pour la 100e fois, selon McCurdy. Vous êtes certain que c'est la meilleure place, pour nous? Avec une patience qui aurait eu tous les droits d'être émoussée, ce type pensait-il que les nerfs des anciens n'étaient pas à vif, eux aussi. Moi, McCurdy répondit d'un ton las. C'est la meilleure place. Si quelqu'un veut s'approcher de Nibs dans ce secteur, c'est ici que cela se passera. Astérisque. Au sein de l'énorme foule, Miljo se trouvait contre la corde destinée à contenir le flot humain. La couverture qui rend invisible, pensait-il. Combien me regarde, et ne me voit pas. Il savait qu'il ne devait pas rire, mais la tentation était forte. Un semblant de gaieté dut traverser son visage, car un policier tout proche, les bras fermés sur la corde, le long du trottoir, lui adressa un clin d'œil. Pas de boulot pour vous autres, aujourd'hui, hein. On aurait dû vous appeler à la rescousse. Miljo, méfiant à l'égard de ces Américains, sourit simplement et arrangea le sac sur son épaule. Doucement, il en tâta le fond, cherchant, contre la souplesse du cuir, le poids du pistolet. Il éprouva un profond et vif plaisir. Astérisque. Au bord du trottoir, la main sur la carrosserie fraîche de la voiture, McCurdy songeait que la foule, le long de la corde, allait probablement être déçue. D'après la radio, d'après les rapports et les ordres de coordination, on pouvait dire que c'était vraiment une perte de temps que de se trouver sur l'avenue, tout ce temps perdu à rester là, loin de son travail et de ses fonctions, pour un simple coup d'œil sur Nibs dans sa grosse voiture qui remonterait la rue à toute vitesse au milieu de son escorte. Comme pour les matchs de foot ou de rugby, on en aurait un meilleur aperçu à la télévision. Mais les gens étaient bizarres. Il fallait donc garder l'œil sur eux. Fiévreusement, le policier vérifiait toute la partie du terrain qu'il pouvait voir, l'oreille continuellement aux aguets vers la radio. De l'autre côté de la voiture, Kennicut surveillait aussi l'avenue. McCurdy sourit. Le gosse transpirait vraiment. Bonne chose. Il deviendrait un meilleur flic, à force. Il se rapprocha de lui. Des détachements contrôlent tout, murmura-t-il. Regardez là-haut. Sur les toits, les issues de secours, les fenêtres. On a des gens partout. Ce qu'il faut surveiller, c'est la foule. Je vais vous donner un tuyau, Kennicut, j'observe les mouvements soudains. Les mouvements de foule sont lents, délibérés, prennent du temps. Ce sont les remous brusques qu'il faut guetter. Oh, s'exclama Théon soudain à la radio. Le voilà Nibs. Un murmure partit de la foule, s'enfla, et, tout en haut de l'avenue, on aperçut un défilé rapide de voitures. McCurdy observa la foule. Là, quelque chose. Se dit-il. Regarde, tout paraît normal, mais c'est faux. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ce que je vois? Et soudain il comprit. Et bougea, sans un mot pour Kennicut. Se faufilant sous la corde, il attrapa un homme, juste comme les voitures passaient, juste comme l'homme essayait de faire feu sur Nibs. McCurdy le cloua sur place, ses grandes mains sur les bras décharnés de l'homme, et cela si vite que seuls les spectateurs les plus proches purent avoir une idée de ce qui se produisait. McCurdy passa les menottes à un facteur. Un facteur. Kennicut, vite. Partons. McCurdy jeta l'homme à l'arrière de la voiture de police, sa sacoche de facteur par-dessus, et commanda au chauffeur de démarrer alors que Kennicut n'était pas encore installé dans le véhicule. Nibs et le cortège étaient passés depuis longtemps. Astérisque.
Après cela, quand tout fut fini, commencèrent enregistrements, déclarations et tout le tout-team. McCurdy était entouré d'une cour bien méritée, dans la salle de réunion. Allez, racontez, demanda un chueur dirigé par Scanlon, tandis que Kennicut, le sourire aux lèvres, écoutait. Comment avez-vous compris que c'était ce cinglé qui ferait le coup? Facile. McCurdy passa les mains sur sa nuque, méchamment tenté de jouer les cabotins en frottant ses ongles sur le revers de sa veste. À quelle heure Nibs est-il passé? Sans attendre de réponse, il poursuivit. Dans tout le secteur, il n'y avait pas un seul facteur sans son chargement de courrier. Et ce clown portait une sacoche vide. Le silence du groupe abasourdi, impressionné, était une récompense suffisante. McCurdy savait qu'il pouvait partir à la retraite, il les supplantait tout, il était au sommet de tout. C'était un sentiment agréable. Même s'il ne devait pas se voir offrir de montre. Avec un sourire, il se tourna vers Kennicut et tapa sur l'épaule de ce vieil Ivy League. Vous savez quoi? Je n'ai même pas aperçu Nibs. Pas un aperçu de ce sale type. Mais Scanlon eut le mot de la fin, plus fort que le sourire appréciateur de Kennicut. Et, Mac, lança-t-il sournoisement. Pense au cadeau que tu aurais fait au monde si tu avais laissé ce voyou en finir avec Nibs. Y as-tu pensé? Il y avait beaucoup à répondre à cela, mais McCurdy l'envoya se rhabiller en douceur. Lis la Bible de temps en temps, Scanlon. Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. Cela répond à ta question. Fin de l'histoire. Retrouvez le livre complet en audio MP3 sur .hitchcockpresente.jimdofree.com.